9 parents sur 10 se disent stressés par la rentrée des classes, et notamment les mères célibataires. Et ça s'appelle la charge mentale parentale. Elle se manifeste par un sentiment constant de devoir anticiper, organiser, résoudre des problèmes avant même qu'ils n'apparaissent. C'est ce qu'explique Christelle Albaret, psychosociologue spécialisée en santé mentale, dans une étude publiée en septembre 2024. Cette anticipation permanente peut conduire à une fatigue cognitive, à de l'anxiété et donc à l'épuisement total. Et la rentrée des classes venue, mères et pères de famille sont encore moins épargnés. L'étude montre aussi que les parents sont plus de 40% à accomplir en moyenne une dizaine de tâches quotidiennes. Et cette liste augmente d'environ 36% au moment de la rentrée scolaire. Mais alors, dans quelle mesure notre société valorise-t-elle l'épuisement parental comme si c'était ça, être un bon parent ? Dans un monde où l'on valorise la performance, la parentalité peut-elle encore échapper à la logique de productivité ? Aujourd'hui, on vous en dit plus sur la charge mentale liée à la rentrée scolaire. Ah là là, cette sonnerie, rien qu'à l'entendre, vous avez déjà perdu la moitié du bénéfice de vos vacances. Chaque année, la rentrée rime avec organisation millimétrée pour être sûr de ne rien louper. Un emploi du temps chargé pour les parents et ça occasionne pas mal de stress. Alors, comment bien vivre la rentrée? Comment éviter le stress, voire le burn-out parental? Aujourd'hui, on vous en dit plus sur la charge mentale de la rentrée et pour en parler, nous recevons en plateau Marion Dubé qui est autrice de livres et jeux sur la charge parentale et Romain Bisseret, conférencier et expert en productivité personnelle et gestion de la charge mentale. Merci d'être avec nous, une émission que vous pouvez retrouver sur 20minutes.fr. Mais vous le savez, avant ça, on commence toujours cette émission par l'opinion publique. Comment la charge mentale de la rentrée est-elle vécue par tous ? C'est l'opinion publique avec Cécile de 16. Salut Cécile. Salut Noam. C'est comme le blues du dimanche soir, mais puissance 10. Je sais pas pour toi, mais quand j'étais petite, le stress de la rentrée scolaire, c'était la boule au ventre, une tenue préparée des semaines à l'avance et plein de bonnes intentions pour être une bonne élève. Mais quand on est parent, c'est un autre manège. On les écoute au micro de Hugo Valentin. La plus grosse difficulté, ça va être de faire le tri entre les affaires de l'année dernière qui n'ont pas été utilisées, celles qu'il va falloir remettre cette année. Le plus dur, c'est le changement de classe pour les petits, les papiers. Ça va être plutôt l'organisation des activités extrascolaires, combiner l'emploi du temps. Non, c'est pas plus stressant que la vie quotidienne. D'accord, très bien. Remplir les papiers, les inscriptions pour la cantine, entre les assurances, tout ça, c'est plus le côté administratif. Le niveau de stress, il va être plutôt sur, notamment au collège, est-ce qu'ils vont se sentir bien dans la classe dans laquelle ils vont être, qui ils vont retrouver ou ne pas retrouver. La liste de fournitures, elle est assez légère, donc on n'est pas trop stressé par ça. On l'a entendu, c'est un peu chacun son style finalement, mais globalement, le mieux, c'est d'anticiper pour éviter le stress, c'est ça? Oui, c'est un des conseils que l'on retrouve sur les sites spécialisés dans la vie familiale. Essayer de s'y prendre bien à l'avance pour s'éviter le stress de la dernière minute. Mais c'est difficile de penser à tout. Cette charge mentale, c'est un dur retour à la réalité pour les parents qui se sont confiés à nos collègues de Ouest France. Rendez-vous chez le dentiste, achat des vêtements de sport, inscription aux activités, chargement des cartes de transport. Voilà, 87% des parents vivent la rentrée comme un moment stressant. Alors pour alléger le fardeau, déléguer et partager les tâches, ça peut aider. Mais les inégalités entre femmes et hommes sont tenaces et aussi dans le couple. Et oui, surtout quand il s'agit des enfants, tu t'en doutes, c'est plus lourd pour les femmes que pour les hommes. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'IFOP. 64% des femmes s'occupent des achats des fournitures scolaires contre 16% chez les hommes. L'écart est impressionnant, surtout quand on sait que les femmes sortent déjà de vacances moins reposées que les hommes à cause de la charge mentale. Bon, merci beaucoup Cécile, et je crois que tu as un petit extrait à nous montrer aussi d'une vidéo voilà, un peu drôle, c'est ça? Bien, voilà. Ouais, qui illustre bien la rentrée, on la regarde. Voilà, hein. Donc le format 24 sur 32, 48 pages, petit carreau, ça n'existe pas. Ça existe en 92 pages, ça existe en 140 pages, hein, ça existe en grand carreau ou en 21 sur 29,7, mais en petit carreau, format 24 sur 32, 48 pages, ça n'existe pas. Marion Dubé est maman d'un petit garçon de 7 ans qui est rentré en CE2 cette année. Auteure de romans thérapeutiques, elle parle librement de son burn-out. Elle va nous expliquer son histoire.
Ça va Marion? Ça va très bien. Ça a été la rentrée? C'était très drôle, oui. L'extrait est sympa, hein. Vous l'avez vécu ça? Pas cette année. Non? Non, pas cette année. Ah, ça veut dire que ça s'est bien passé alors? Ça s'est très bien passé. Bon, mais alors avant que ça se passe bien, vous êtes passé par un burn-out parental. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait là-haut, ça chauffe, ça surchauffe et ça pète en fait, tout simplement parce que trop de choses, trop de pression. La société, nous en tant que mère aussi, on s'inflige énormément de pression parce que, surtout quand c'est un premier enfant je crois, on pense qu'il peut mourir à chaque instant. Donc en fait on met la barre très haut et ça s'arrête jamais, en fait c'est dans tout. Alors après on a tous des caractères différents mais moi en ce qui me concerne c'était vraiment trop. Moi l'élément déclencheur ça a été bien sûr juste envie de me faire renverser par un bus pour m'octroyer une semaine de vacances. Vous avez pensé à ça? Ouais, je me disais comme ça, je pourrais être dans le coma et me reposer et enfin dormir. Non mais on en est là et puis c'est vraiment une pensée qui a traversé beaucoup de femmes puisque j'ai le recul de l'expérience du livre et de se dire voilà je vais pouvoir dormir et me reposer sans me dire j'ai abandonné mon enfant pour moi et sans culpabiliser de laisser tout en plan et de disparaître quoi. Et alors j'imagine que vous vous retrouvez, ça va être la rentrée, vous vous retrouvez, je sais pas moi, en plein mois de juillet, et là vous dites, ouais, alors j'ai tout ça à gérer, et en plus la rentrée qui arrive, les fournitures, l'inscription au club de sport, le machin, le truc. Comment vous faites alors dans tout ça? Tout à l'heure, vous me demandiez si j'avais passé une bonne rentrée, mais oui, parce qu'en fait cette année je me suis barrée. Ah d'accord. Je suis partie une semaine en vacances. Vous l'avez laissé gérer? Ouais. D'accord. Et je pense que c'est dans cette démission-là que le père peut comprendre en fait ce qui se joue. En fait, vous le mettez au pied du mur finalement et maintenant débrouille-toi. Non, mais enfin, il était au courant, je suis pas partie du jour. Oui, non, mais je veux dire, faut que tu te débrouilles avec l'enfant, tiens, voilà le cadeau. Ok. Voilà. Et après, pour l'été, c'est aussi particulier parce que moi, je travaille 70 heures par semaine de mi-juin à du coup fin août cette année. Et du coup, c'est lui qui va gérer l'enfant, le relais entre les grands-parents, entre le centre de loisirs, voilà. J'ai tout préparé en amont, facilité, c'est ce que j'allais vous dire. Mais sur le terrain, c'est lui. Ok. Oui, il y a quand même eu une organisation avant. Ouais. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que vous conseillez ça aux parents qui nous regardent? Est-ce que l'organisation, c'est ça la clé pour éviter le stress, le burn-out à la rentrée? Oui, mais surtout de lâcher prise avec les imprévus. De se dire, ça va bien se passer, c'est pas grave. Si on n'est pas inscrit... si on n'a pas passé la matinée au forum des associations pour l'inscrire à toutes les activités, ça va, il y a des trucs de rattrapage. Enfin, moi, j'ai appris en fait à lâcher prise sur ça, quoi. Sur les chaussures, c'est quoi ces chaussures pour la rentrée? Bah tant pis, de toute façon. Ok, c'est pas grave. Non, c'est juste de se dire, ça va. C'est pas un combat pour tout de suite, on verra plus tard. C'est pas le dimanche à l'église où le gosse il est là avec pas un pli. Non, non. Faut se détendre et se dire, ça va aller en fait. On va survivre. Bah, normalement oui, enfin, on a tous survécu normalement à nos rentrées scolaires, donc il n'y a pas de raison. C'est ça. Et ce qui vous a aidé aussi, parce qu'on l'a là sur le plateau, ce qui vous avait aidé aussi à l'époque, c'est d'écrire. Ouais, de vider le sac. De vider le sac, c'est ça, ça vous a permis ça? Ouais. Et après, c'est un cercle vertueux, parce que quand j'ai des mamans qui viennent sur mon stand, parce que je fais beaucoup de dédicaces, comme je suis basée dans les Landes, je fais beaucoup de marchés, et quand les mamans viennent sur mon stand et me dire « Waouh, je suis pas seule », bah moi ça fait écho, je me dis waouh, je suis pas seule. Et en fait on en est toutes là de mettre la barre trop haut et de vouloir être la mère parfaite. Mais c'est... on a le droit de pas être parfait finalement. Et puis c'est ça qui construit l'enfant quelque part quoi. Alors ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, hein, mais voilà, l'enfant se construit aussi avec les imperfections qui lui permettront à lui d'être imparfait dans sa vie, quoi. D'ailleurs, en parlant de lui, donc là il a 7 ans, il est rentré en CE2, il vous a aidé dans l'organisation de la rentrée, je sais pas, pour faire les courses, pour choisir ce qu'il voulait dans sa trousse ou alors non, sur les autres années, du coup, moi je fais ça sans lui. Alors du coup, oui, c'est papa qui l'a fait. Non, moi je fais ça sans lui, sinon on ressort avec un caddie qui est plein à rabord, quoi. Il veut tous les stylos, celui-là de cette marque, celui-là de ce dessin animé, le même que son meilleur ami. Non, moi je fais sans lui. Encore, il est trop petit pour avoir son mot à dire, donc ça va. Puis il est flex avec ça, quoi, mais... Oui, parce qu'il y a cette pression-là aussi. Non, bah non, emmener les enfants, c'est une grave erreur. Je le crois. Sauf que comme on a tous les rayons scolaires pendant les vacances déjà prêts, il y a un moment où ils passent par ces rayons-là. Quels sont les conseils d'organisation que vous pourriez donner aux parents qui nous regardent? Là, s'il y avait 2-3 tips
pour bien gérer cette rentrée? Prendre des directives et pas écouter l'enfant, parce que sinon l'enfant il fait 15 activités, donc on se retrouve à inscrire l'enfant avec un forfait à l'année sur 15 activités différentes, acheter tout le matos pour les 15 activités différentes, et le premier mois, oui non ça en fait j'aime plus, et du coup on s'en sert plus. Les 10 prochains mois ça va être le tirer par la peau du cou pour l'emmener à l'activité, et le truc devient en plus, ça se retourne contre nous, genre il faut encourager l'enfant pour aller faire l'activité dans laquelle on a investi financièrement et se dire allez tu tiens jusqu'à la fin de l'année. Donc peut-être tester des trucs et ne pas lui laisser trop de choix, parce qu'en fait lui il est encore dans l'exploration de qui il est, mais nous quand même normalement on est censé avoir certains tips pour savoir dans quoi il va s'épanouir et dans quoi il va pas moins s'épanouir. Environ 210 €, c'est ce que coûtera en moyenne la rentrée scolaire cette année pour un élève entrant en classe de 6e. C'est ce qu'indique la Fédération Famille de France dans un communiqué publié mi-août. Un budget en légère baisse, 5,53% par rapport à 2024. Gérer les fournitures et le budget, ça contribue également à alourdir la charge mentale des parents et notamment ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter du neuf chaque année. Alors, des associations accompagnent les familles qui en ont besoin. C'est le cas de l'association 13 pour tous à Paris, où s'est rendu notre journaliste Hugo Valentin. Ces sacs, entreposés dans le local de l'association 13 pour tous, ne le resteront pas pour longtemps. Aujourd'hui, les bénévoles organisent une distribution de matériel scolaire pour la rentrée des élèves du quartier, de la primaire au lycée. Dans les sacs et les cartables, une grande partie de la liste de courses, du matériel tout neuf et à la mode, ce qui n'est pas pour déplaire aux plus jeunes. Et l'agenda aussi, il est beau. Il y a lui, il y en avait un autre là-bas, mais... Plus de 60 familles ont pu bénéficier de ces dons. Tous les élèves auront ce sac, cet agenda ou encore ces feutres. Le matériel est donné par des marques, partenaires de dons solidaires. Cette association redistribue le matériel à des centaines de centres culturels comme 13 pour tous. Et tout ça permet d'alléger le quotidien des familles en situation de précarité. On a l'air de dire que ah oui, l'éducation c'est gratuit, on n'arrête pas d'entendre ça. Mais n'empêche qu'il y a un certain coût. Les fournitures coûtent de plus en plus cher. Et moi, je ne parle pas de fournitures de marque, forcément. Je parle de fournitures lambda. Les familles monoparentales ou pas ont de plus en plus de mal à faire face aux frais de scolarité. Alors, il y a des aides, mais elles sont insuffisantes. Donc, cet apport de fournitures, de matériel, soulage vraiment les familles. Le montant des aides dont parle la secrétaire de 13 pour tous s'élève à environ 450 € par an et par enfant. Seulement, d'après le ministère de l'Éducation, le coût moyen d'un enfant chaque année pour les parents est de 760 €. Ces associations de quartier sont vitales pour les habitants les plus en difficulté. Grâce à elles, les familles ont un accès aux loisirs et à la culture. Dans le cadre des kits de rentrée, les enfants n'auront plus honte d'utiliser les anciennes affaires de leurs frères et sœurs sans payer plus cher, ce qui n'est pas pour déplaire cette fois-ci aux parents. Ça va être très utile pour la liste des fournitures scolaires. Je pense que ça va diminuer un petit peu au niveau de la liste que j'ai reçue. Il y a tous les prix, il y a premier prix, il y a de la marque, après tout dépend. Mais les enfants, généralement, ils veulent toujours de la marque. Après, ça dépend, mais on essaie de faire avec le budget. J'essaie de voir déjà au niveau de la liste. Et franchement, pour ne pas gaspiller de beaucoup d'affaires, parce qu'il y a des fournitures qu'on peut utiliser celles de l'année précédente. Bon, on essaie de tailler, de vérifier si les feutres sont encore bien, si ça fonctionne. On essaie de les réutiliser. Les enfants qui profitent de ces kits rentrés pourront passer les grilles de l'école à côté de leurs camarades avec un sac à dos flambant neuf. 19% des enfants de parents en situation de précarité se considèrent eux-mêmes comme pauvres et plus de 50% ont peur de l'être. En plus de diminuer la charge mentale des parents, ces initiatives viennent surtout en aide à ces jeunes. Romain, une réaction sur le reportage? Sur le reportage lui-même, en fait, je me rappelais vous avez mentionné la liste de courses en début. Moi, la première fois que j'ai vu cette liste de courses, que j'ai deux enfants qui ont 11 et 17 maintenant. Donc, un peu plus vieux. Un peu plus vieux, ouais. Et je me disais, mais c'est un gag, c'est pas possible. C'était une liste, il y en avait, c'était énorme, il y en avait partout. Et en fait, c'était fait de telle manière qu'on allait dans un rayon, prendre des choses, faire passer au rayon, puis on disait, tiens, il fallait faire tout le temps le tour des rayons. Je me disais, mais pourquoi ils n'ont pas fait juste une liste? À la limite, on se les fait par rayon par rayon. Alors, je peux comprendre la logique qu'il y a derrière. Sans doute qu'ils ont demandé à chacun des profs de faire leur liste et puis ils ont fait une compilation. Mais je dirais, il y a plein de trucs comme ça où finalement, on se retrouve, nous, à faire le job.
On aurait bien aimé qu'il ait été un peu préparé avant. Qu'il soit fait un peu en amont. Qu'il soit un peu en amont. Ça aurait été sympa. Alors justement, comment bien s'organiser pour éviter le burn-out de la rentrée? Quels outils utiliser? Analyse et bons conseils, on voit ça tout de suite avec Romain Bisseret. Donc Romain, vous parliez de la liste de courses à l'instant, mais je voudrais qu'on revienne sur cette notion de charge mentale avant. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Qu'est-ce qu'on entend exactement par ce terme charge mentale? Alors surtout aujourd'hui, charge mentale, ça recouvre beaucoup de choses aujourd'hui. Moi je me suis intéressé à ça au départ pour tout ce qui était organisation, productivité et surtout fonctionnement du cerveau. Et la charge mentale au départ, si je la déconnecte de tout l'aspect patriarcal qui est réel et présent aujourd'hui, mais si je la déconnecte de ça, quand ça a commencé à être étudié, je crois que la première c'était dans les années 50 ou un truc comme ça, et 70 après, c'est donc les psychologues qui ont réfléchi là-dessus, et en fait c'est une pression ressentie. Et le premier mot de la définition, c'est ça, c'est la pression ressentie par rapport à toute cette chose qu'on a à faire, qu'on sait devoir faire et qu'on n'a pas fait encore. Mais les premiers mots, c'est ça, pression ressentie, et je trouve que ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est une pression, donc c'est pas quelque chose qui est vraiment définissable, parce que c'est dans la tête. C'est quelque chose qu'on sent, quoi. Voilà, et effectivement, c'est un ressenti, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux déjà par rapport à ça. Et même soi-même par rapport à notre état de fatigue, à ce qui se passe en ce moment, etc., on va être plus ou moins perméable à la pression, justement ressentie. Mais au départ, c'est ça, c'est-à-dire que c'est déconnecté du fait que ça soit des tâches personnelles ou professionnelles. C'est-à-dire que cognitivement, le cerveau ne fait aucune différence finalement entre une tâche personnelle et une tâche professionnelle. Vous voyez, réunir 5 collègues pour signer un contrat à 10 millions ou réunir 5 copains pour le barbecue de ce week-end, en termes cognitifs, c'est la même chose. Il faut que je contacte 5 personnes. Quoi qu'il en soit. C'est ça, qui soient au même jour, au même endroit, avec a priori pour le même sujet. En revanche, c'est différent de la dépression. C'est pas de la dépression. Non, c'est pas de la dépression. Sans doute que ça joue. Alors après, je ne vais pas faire un terrain de compétence qui n'est pas le mien. Mais c'est pas de la dépression en soi. C'est-à-dire qu'on a tous, alors peut-être qu'on a tous un fond de dépression, je ne sais pas, mais en tout cas, on a tous de la charge mentale à différents niveaux. Et la charge mentale parentale et la charge mentale du foyer est une des composantes de la charge mentale globale. Mais alors pourquoi la rentrée scolaire, parce que là on est en plein dedans, septembre, pourquoi c'est un moment propice au développement de cette charge mentale, ou en tout cas au fait de l'alourdir? Ça a été dit en fait, c'est parce que tout d'un coup, on a tout un tas de trucs à faire. Qu'on n'a pas à faire en temps habituel. On a tout un tas de choses à faire habituellement, mais là il faut faire la même chose, plus organiser ou préparer cette rentrée-là avec la pression en plus qu'on peut se rajouter, le perfectionnisme finalement qui a été mentionné, qui est encore un sujet à part mais qui est souvent lié un petit peu. Et en fait ce qui se passe, c'est que moi j'aime bien voir ça sous la forme de rôle. C'est-à-dire que en fait le symptôme de la charge mentale, c'est les tâches à faire. C'est-à-dire j'ai plein de trucs à faire d'une charge mentale énorme. Mais ça c'est un symptôme. La cause en fait c'est pas les tâches, la cause c'est la responsabilité qu'on prend par rapport aux choses. C'est-à-dire qu'on va avoir une charge mentale à partir du moment où on se sent responsable de quelque chose, où on décide d'endosser la responsabilité, où la société nous dit c'est toi qui es responsable de. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui est lié à cette charge-là, à cette responsabilité-là, ce rôle-là, vient avec moi. Si je change de boulot demain, toutes les tâches que j'ai à faire par rapport à un boulot disparaissent instantanément. Ce qu'il y a, c'est qu'en général, quand j'ai un gamin, et ça reste tout le temps. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie? De toute façon, je serai toujours le père de ces enfants-là. Donc cette charge-là va rester. Finalement, c'est cette notion de responsabilité dont on parlait tout à l'heure avec Marion, qui prend toute cette responsabilité d'organisation, de gestion du quotidien, et encore plus quand la rentrée arrive. Alors qu'est-ce qu'on fait? Oui, parce que c'est quand même ça. On s'organise, monsieur. Qu'est-ce qu'on fait? Alors en fait, il y a un moyen de décharger ça. C'est-à-dire qu'il y a un moyen de court-circuiter la charge mentale. Vous voyez, je vous donne un exemple très simple. Imaginez, vous avez un sac à dos. Vous êtes chez vous et ce sac à dos, tout d'un coup, vous vous rappelez, il faut absolument que j'apporte ce sac au boulot demain. Et on va mettre un gros enjeu dessus pour mettre une grosse charge mentale. On va dire, si j'oublie le sac, j'ai plus de boulot. Donc qu'est-ce que vous allez faire de ce sac? Qu'est-ce que vous allez en faire? Je vais le mettre devant l'entrée. Ok. Quand vous aurez fait ça, est-ce que vous allez y repenser de la soirée? Non, parce que je serai libéré de ça. Vous voyez le truc? C'est comme ça qu'on va court-circuiter la charge mentale. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire la chose, mais on va faire en sorte que notre cerveau ait confiance que de toute façon, il verra ce qu'il faut faire quand il pourra le faire. Et donc, il n'a pas besoin de s'en préoccuper. Et du coup, la charge mentale disparaît par rapport à ce sac-là. Donc, l'idée, c'est ça. C'est d'externaliser, si vous voulez, la charge. Et le moyen le plus simple, en général, c'est des listes. La liste est un super outil. Après, il y a une manière de faire des listes. Voilà, il y a une manière de la faire après. Parce que sinon, elle peut au contraire, vous exploser la figure. Mais on peut faire une to-do list, d'une autre to-do list, d'une autre to-do list. Alors, on peut se retrouver avec plusieurs listes. Moi, ça ne me dérange pas. D'accord. Parce que c'est cohérent en même temps. Vous voyez, la liste de courses et la liste, je ne sais pas moi, de ce qu'il y a à faire dans telle situation pour redémarrer la machine qui fait. Oui, c'est deux listes différentes. Voilà, c'est nécessaire d'avoir ces deux listes-là. Mais la plupart du temps, on ne fait pas ces listes-là. On essaie de gérer de tête parce qu'on se dit, bon, je devrais pouvoir le faire, ou je vais arriver, ou je vais y penser, ou j'ai pas besoin de. Oh, si je commence à organiser ma vie perso, alors là. Alors qu'en fait, pourquoi on n'organiserait pas aussi sa vie perso? Mais c'est vrai que, bon, mon chemin à moi est particulier parce que je suis parti du pro.
Et en partant du pro, je me suis dit, mais en fait, ces trucs-là fonctionnent dans le pro. Pourquoi je ne vais pas le mettre au perso aussi? Parce qu'il y a une pression sociale qui me dit, mais t'es un dingue. Si je commence à faire des listes au perso, les gens vont me dire, non, vraiment, j'aimerais pas aller à l'église, ça doit être un enfer, le petit couteau ici à côté du... Mais en fait, on est tous organisés, si on regarde bien. C'est-à-dire que même chez des gens, parce que j'ai un passé un peu artistique, donc j'ai pas mal de copains artistes, qui, au contraire, essayent de refuser un peu ça. Ils disent, oh, moi, l'organisation, ça tue ma créativité, etc. N'empêche que quand je vais chez eux, bizarrement, tous les couverts sont dans la cuisine. Oui, j'ai pas les fourchettes au milieu du canapé, une troisième dans le lave-linge ou je sais pas quoi. On range quand même les choses. On a tous une manière d'organiser les choses. Donc, pour répondre, grand chemin pour répondre à la question, oui, on va s'organiser. Il y a une manière de faire. Anticiper, ça a été dit, évidemment. Et ça va passer par des calendriers partagés, pourquoi pas. Ça va passer par des tâches aussi qu'on va partager. Mais je reviens à mon histoire de rôle et responsabilité parce que pour moi, c'est là qu'est le nœud. Ça reviendrait, moi, là où je vois que ça marche bien, c'est quand on décide, et notamment quand on est en couple, de se dire, écoute, 2 secondes là, on arrête de se dire, toi tu fous rien, moi je fais tout, parce qu'en fait, quelqu'un qu'on attaque se défend. Hein. Je veux dire, même si la personne a tort, même si elle sait qu'elle a tort, elle se défend. D'accord. Donc l'idée, c'est d'essayer de ne pas braquer, je sais que, et de dire, ok, on met tout à plat, qu'est-ce qui doit fonctionner dans le couple qu'on est avec les enfants qui sont là, finalement de quel rôle on a besoin, quelle responsabilité, qu'est-ce qui doit arriver pour que ça se passe bien. Et donc là on va faire la liste, et moi j'aime bien faire ces listes de rôles, de se dire bon dans ton rôle de père il y a ça, dans ton rôle de mère, mais en fait finalement pour s'occuper de l'enfant, il faut s'occuper de sa santé, il faut s'occuper, je sais pas, de ses loisirs, il faut s'occuper de l'habiller, il faut s'occuper tous ces trucs là, et on se retrouve, alors ça fait peur aux gens en général quand je dis ça, je veux dire encore une fois on me prend pour un dingue, mais le mettre sur papier, vous apercevez qu'il y en a beaucoup moins que vous craignez. Plus qu'on pense au départ, mais moins qu'on craint. Vous voyez ce qu'on dit souvent. Parce qu'on se fait une montagne au départ. On se fait une montagne parce que finalement le cerveau. Oui, parce que le cerveau n'est pas adapté à ça. Le cerveau en fait peut avoir à l'esprit à peu près 4 à 5 choses. D'accord. Sans technique. Donc dès que ça dépasse 4 à 5 choses, voilà, tout d'un coup il y a un effet de ouf, il y en a trop. Donc évidemment on a plus que 4-5 responsabilités, surtout quand on en vient au foyer, aux enfants, etc. Mais quand on met tout, je veux dire, sur table, vous avez peut-être une quinzaine de responsabilités, avec des petites sous-branches, faire le ménage, faire la lessive, faire le machin, etc. Mais quand vous mettez ça à plat après, à 2, tant qu'à faire, d'accord. Et encore une fois, sans jugement, sans se dire qui fait quoi, on s'en fout pour le moment, d'accord. Juste on met ça. Et après on va se dire, ok, à la limite, où sont tes affinités? D'accord, parce qu'il peut y avoir des affinités. Bien sûr. Voilà, mais après, il faut répartir aussi, il faut quand même penser pénibilité, parce que, je veux dire, faire un trou dans le mur pour poser un truc une fois dans l'année et changer les couches du gamin 15 fois par jour, c'est pas la même non plus. Donc c'est histoire de dire, peut-être que je vais mettre 10 points celle-là en termes de pénibilité, on va dire, et puis celle-là, je vais lui mettre 5, parce que finalement, elle est plus facile. D'accord. Et après, on se répartit, on se fait des points comme ça. D'accord. Alors je sais que peut-être les gens qui m'écoutent se disent, ce mec est complètement frappadingue, mais quand vous faites ça... Moi, je trouve ça génial. Mais oui, vous vous retrouvez avec un truc et finalement, j'ai 50 points, t'as 50 points, et ça roule. Et ça veut pas dire que si jamais je suis pas là, j'y touche pas parce que c'est pas... Non, si jamais t'es pas là, je supplée évidemment. D'accord. Mais c'est cette idée de te dire, ok, on se répartit les rôles parce qu'il y a des trucs que tu préfères, il y a des trucs que je préfère, il y a des trucs que je sais mieux faire que tu sais mieux faire. Et je reviens aussi, en passant par là, au perfectionnisme, qui est vraiment une pression sociale aussi, surtout sur les mères. Vraiment, j'ai aucun problème à reconnaître que sur les pères, on nous fout quand même beaucoup la paix avec ça. Mais cette idée de se dire, non seulement il faut que je le fasse, mais il faut que je le fasse tellement bien que je vais être un modèle pour les autres et finalement c'est écrasant. Enfin, on a bien vu l'exemple. Il y a une pression liée à ça qui est... exactement, il n'a pas de chaussures, ou il a les chaussures trouées, ok. Les chaussures trouées, voilà. Demain il va à l'école, en chaussures trouées, c'est pas grave. Et puis il aura des baskets. Et puis il aura des baskets quand j'aurai fait le truc, etc. On récapitule les bons conseils pour éviter une charge mentale trop importante lors de la rentrée scolaire. Tout d'abord, anticipez au maximum, n'attendez pas le dernier moment. Posez toutes les tâches sur papier, vous verrez, ça évitera d'alourdir votre cerveau, évaluer le degré de pénibilité de chacune de ces tâches et puis ensuite, vous les répartissez dans le couple, mais aussi avec les enfants pour qu'ils participent. Utilisez des outils comme les agendas partagés par exemple et évidemment la bonne vieille to-do list. N'hésitez pas à lister tout ce que vous avez à faire, vous verrez. Ça vous aidera. Merci beaucoup. Avec plaisir. À vous deux d'être venus sur notre plateau. Donc Marion et Romain. Marion, toutes vos informations, vos livres, notamment celui que vous avez là sur le plateau, donc cet espace. Et l'espace. Dont j'ai manqué. Voilà, il faut se créer de l'espace. On peut le retrouver sur votre site internet mariondubé.fr. Je ne me suis pas trompé. Parfait. Voilà, tout va bien. Romain, on peut également retrouver toutes vos informations sur votre site internet romainbrisset.com et également dans ce livre que vous avez écrit, S'organiser en se libérant de sa charge mentale. C'est un livre illustré, je le montre parce que j'ai voulu expliquer vraiment comment ça marchait, etc. C'est pas juste du texte. Il est plein de bons conseils, n'hésitez pas à le feuilleter également.
C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos contenus sur 20minutes.fr et sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter et à partager. Vous pouvez même nous écrire. N'hésitez pas à le faire. La semaine prochaine, nous partirons dans les coulisses de la nouvelle chaîne de télé Novo 19. Comment crée-t-on une chaîne de télé? Comment un JT est-il fabriqué? Quels sont les programmes de Novo 19? Nous vous donnerons plein de petits secrets de fabrication. Ne manquez pas cette émission. À la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.